symptômes, les manifestations de la maladie, que ce soit au début ou pendant toute son histoire, puisque c'est une maladie très longue qui va durer sur plusieurs dizaines d'années en général, sont très variables. C'est donc difficile de penser à cette maladie devant un symptôme particulièrement précis. En fait, selon le siège de la lésion qui va survenir dans le système nerveux, on peut avoir des symptômes totalement différents. Alors les principaux symptômes, il y a quand même des symptômes plus classiques que d'autres, ça peut être par exemple ce qu'on appelle une névrite optique, qui va être soit un mode d'entrée, soit la manifestation d'une poussée de la maladie. La névrite optique, c'est une atteinte inflammatoire d'un nerf optique, et ça peut se manifester par une diminution de l'acuité visuelle, par une sensation de flou visuel, par une diminution de la vision de certaines couleurs, par un trouble avec un trou dans le champ visuel, ou encore par une douleur à la mobilisation de l'œil. Donc ça, c'est une manifestation qui peut survenir dans un tiers des cas au début de la maladie, et puis au cours de la maladie, c'est très fréquent. Alors il y a d'autres possibilités de symptômes. Parmi les plus fréquents, ça peut être des anomalies de perception, notamment de perception sensitive, des troubles qu'on appelle sensitifs. Alors ça peut aller de simples sensations de picotement, sensations anormales qui durent, hein, pas simplement quelques fourmis qui peuvent survenir quand on a pris une mauvaise position et qui vont régresser en mobilisant un peu un membre. Des sensations de fourmillement tout à fait anormaux qui vont durer sur plusieurs jours, qui peuvent être très gênants. Puis ça peut aller jusqu'à une diminution de la perception sensitive, soit de la perception de la position des membres les uns par rapport aux autres, ou de la perception du tact, ou de la température. Donc des troubles sensitifs sont assez fréquents, que ce soit au début ou au cours de l'évolution de la maladie. Alors de façon assez visible, c'est pas forcément le plus fréquent, mais c'est assez fréquent quand même au début, on peut avoir des troubles de la motricité. Trouble de la motricité, c'est une sensation de fatigabilité motrice lorsque l'on marche, lorsque l'on mobilise ses membres. Ça peut être un déficit moteur, c'est une vraie faiblesse qui s'installe au niveau moteur. Et ça peut intéresser, par exemple, une jambe, les deux jambes, ou parfois un côté. Enfin, ça peut avoir une répartition assez variable. Dans la motricité, on associe aussi des symptômes qui concernent l'équilibre, donc le contrôle de cette motricité. Et parfois, lorsqu'on a une atteinte de certaines régions, qu'on appelle le cervelet dans le système nerveux, on a un trouble de l'équilibre. Et ce trouble de l'équilibre, il peut donner l'impression d'une marche un peu ébrieuse, comme si on avait bu. Ça peut être interprété à tort, alors qu'en fait, c'est un trouble typiquement neurologique et qui peut être très gênant, puisqu'on ne marche plus vraiment droit, d'une certaine manière, et on peut tomber, on peut faire des chutes. C'est un des symptômes qui n'est pas le plus fréquent au départ, mais qui peut survenir au cours de l'évolution de la maladie. Alors là, je suis volontairement restrictif dans les symptômes qui peuvent apparaître. Il y a d'autres types de symptômes qui peuvent être plus rares. Ça peut être des sensations vertigineuses, des vertiges vrais, avec sensation d'avoir les éléments extérieurs qui tournent. Ça peut être des troubles aussi urinaires, qui sont rares au début de la maladie, mais qui peuvent survenir avec l'évolution de la maladie. Alors ces troubles urinaires sont très importants à reconnaître. Ils sont rares au début, comme je vous le disais, mais ils sont quand même importants parce qu'il faut savoir les identifier pour bien les traiter. Ces troubles urinaires, ça peut être une sensation d'envie impérieuse, d'urgence. Il faut aller tout de suite aux toilettes dès qu'on a envie de faire pipi, et puis parfois on y va, il n'y a pas grand-chose qui vient. Donc des impériosités mictionnelles, quand même. Alors parfois ces impériosités peuvent être accompagnées de quelques pertes, c'est-à-dire que c'est tellement urgent qu'on ne contrôle pas tout, et il y en a un petit peu qui part avant la fin. A l'inverse, on peut avoir une difficulté de vidange de la vessie, c'est-à-dire que les urines s'évacuent difficilement et de façon incomplète. C'est-à-dire qu'on veut aller aux toilettes, mais la miction est incomplète, il faut pousser, ça vient difficilement, il reste quelque chose à la fin de la miction. Alors la même chose peut survenir au niveau du transit intestinal, avec soit le plus souvent une constipation, parfois des impériosités fécales. Alors ces symptômes, je vous disais, sont importants à reconnaître parce que la vessie, lorsqu'elle est mal vidangée, elle peut représenter un risque infectieux, c'est-à-dire que les urines stagnent dans la vessie et une infection peut se mettre en place dans la vessie et remonter éventuellement dans le rein, voire dans le sang. Et c'est là que cette infection représente un risque, parce que quand elle se dissémine dans l'organisme, ça peut donner des infections graves. C'est pour cela qu'il est important de reconnaître ces symptômes vésicaux, de bien les analyser, éventuellement de les explorer par des investigations spécialisées, pour voir quel traitement mettre en œuvre sur ces troubles pour éviter les complications. Les troubles urinaires peuvent aussi être responsables de difficultés sociales, restreindre en fait la capacité qu'ont les gens à se déplacer, à rester dans des réunions, à les rendre moins sûrs d'eux, puisqu'ils savent qu'ils vont
probablement moins bien contrôlés, et donc effectivement, prendre en charge ces troubles urinaires, c'est aussi aider dans la vie sociale des patients, au-delà du risque infectieux, bien sûr. Un patient doit évoquer les symptômes qu'il ressent à son médecin. D'une part parce qu'il y a des solutions potentielles que l'on peut apporter, d'autre part parce que parfois il faut conduire des investigations pour mieux comprendre ces symptômes et pour prévenir des risques, et évidemment on améliore leur prise en charge quand on en parle. C'est la même chose pour des symptômes d'ordre sexuel qui sont rarement évoqués par les patients, mais qui peuvent survenir, qui peuvent être assez variés, qui peuvent aller des difficultés érectiles chez l'homme, à un manque de plaisir, à des troubles de lubrification chez les femmes, à des troubles sensitifs, et puis qui peuvent même être eux aussi secondaires aux troubles vésicaux qui rendent plus difficiles les rapports sexuels. Bref, la fonction sexuelle n'est pas systématiquement épargnée, et en parler à son médecin, c'est une manière de dédramatiser et d'envisager des solutions qui potentiellement peuvent être adaptées.